Chapitre 19. Ce qui leur arriva à Suriname. Et comment Candide fit connaissance avec Martin. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie. L'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la seconde journée, 2 de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais, et y furent abîmés avec leur charge. 2 autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert, d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après 100 jours de marche, il ne leur resta que 2 moutons. Candide dit à Cacambo, « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables, il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. » « Je l'avoue, dit Cacambo, mais il nous reste encore 2 moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne, et je vois de loin une ville que je soupçonne être Suriname, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. » En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleu. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Et mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais, « que fais-tu là, mon ami? Dans l'état horrible où je te vois? » « J'attends mon maître, monsieur Vanderdendure. » « Le fameux négociant, » répondit le nègre. « Est-ce monsieur Vanderdendure ?» dit Candide, « qui t'a traité ainsi? » « Oui, monsieur, » dit le nègre, « c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main, quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus au Patagon sur la côte de Guinée, elle me disait, « Mon cher enfant, bénis nos fétiches. Adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais part à la fortune de ton père et de ta mère. Hélas! Je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous, les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais, si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Au Panglo, s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Qu'est ce qu'optimisme, disait Cacambo. Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal, et il versait des larmes en regardant son nègre, et, en pleurant, il entra dans Suriname. La première chose dont il s'informe, c'est s'il n'y a point au port quelques vaisseaux qu'on pût envoyer à Buenos Aires. Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol, qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent attendre avec leurs 2 moutons. Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, conta à l'Espagnol toutes ses aventures, et lui avoua qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous passer à Buenos Aires, dit le patron, je serai pendu. Et vous aussi. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. » Ce fut un coup de foudre pour Candide, il pleura longtemps, enfin il tira par Cacambo, « Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi, va prendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui 1 million, s'il ne se rend pas, donne-lui en 2, tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se défiera point de toi. J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise, c'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs.
Cacambo applaudit à cette sage résolution. Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime. Mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. Ils s'embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même, c'était un très bon homme que ce Cacambo. Candide resta encore quelque temps à Suriname, et attendit qu'un autre patron voulut le mener en Italie, lui et les 2 moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques, et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage. Enfin Monsieur Vanderdendur, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. « Combien voulez-vous, demanda-t-il à cet homme, pour me mener en droiture à Venise, moi, mes gens, mon bagage, et les 2 moutons que voilà ?» Le patron s'accorda à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. « Oh, dit à part soi le prudent Vanderdendur, cet étranger donne 10 000 piastres tout d'un coup. Il faut qu'il soit bien riche. » Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de 20 000. « Eh bien, vous les aurez, dit Candide. « Ouais. » Se dit tout bas le marchand, cet homme donne 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. Il revint encore, et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. Vous en aurez donc 30 000, répondit Candide. Oh. Se dit encore le marchand hollandais, 30 000 piastres ne coûtent rien à cet homme-ci, sans doute les 2 moutons portent des trésors immenses, n'insistons pas davantage, faisons-nous d'abord payer les 30 000 piastres, et puis nous verrons. Candide vendit 2 petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance. Les 2 moutons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade. Le patron prend son temps. Mais à la voile, démarre, le vent le favorise. Candide, éperdu et stupéfait, le perd bientôt de vue. Hélas! Cria-t-il, voilà un tour digne de l'ancien monde. Il retourne au rivage, abîmé dans la douleur, car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de 20 monarques. Il se transporte chez le juge hollandais, et, comme il était un peu troublé, il frappe rudement à la porte, il entre, expose son aventure, et crie un peu plus haut qu'il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer 10 000 piastres pour le bruit qu'il avait fait. Ensuite il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer 10 000 autres piastres pour les frais de l'audience. Ce procédé acheva de désespérer Candide. Il avait à la vérité essuyé des malheurs 1000 fois plus douloureux, mais le sang-froid du juge, et celui du patron dont il était volé, alluma sa bile, et le plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur, il ne se nourrissait que d'idées tristes. Enfin, un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau à juste prix, et fit signifier dans la ville qu'il payerait le passage, la nourriture, et donnerait 2 000 piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide voulant choisir entre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient assez sociables, et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabaret, et leur donna à souper, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui lui paraîtrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état, à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratifications. La séance dura jusqu'à 4 heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos Aires, et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu'on lui contait. Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici.
Certainement, si tout va bien, c'est dans Eldorado, et non pas dans le reste de la Terre. Enfin il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté. Ce savant, qui était d'ailleurs un bon homme, avait été volé par sa femme, battu par son fils, et abandonné de sa fille, qui s'était fait enlever par un Portugais. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait, et les prédicants de Suriname le persécutaient parce qu'ils le prenaient pour un Socinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui, mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice, mais il les apaisa en leur donnant à chacun 100 piastres.